Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour cela. Donc là, cette vidéo va être sur l'ingérence absolument incroyable de l'Occident vis-à-vis de maintes pays, bien sûr, vous les connaissez, principalement la Roumanie, la Moldavie, la Géorgie et bien évidemment l'Ukraine. Sauf que là, dernièrement, on atteint des sommets d'ingérence absolument incroyables avec la Roumanie. Alors on va bien sûr parler de la Roumanie, mais on va faire un petit tour en article de ce qui s'est passé dans les autres pays, évidemment en relation avec la Russie, puisque c'est toujours en relation avec la Russie. Et nous allons voir que, bien évidemment, à chaque fois, on parle d'ingérence russe quand les élections vont dans le mauvais sens, c'est-à-dire que quand il y a des élections qui sont comme par hasard anti-Union européenne, anti-Occident, anti-États-Unis, peu importe, vous avez compris ce genre de choses. Là, l'Occident ne reconnaît pas les élections. À chaque fois, c'est comme ça. Mais non seulement elle ne reconnaît pas les élections, mais elle intervient directement, très directement même, jusqu'à ne plus se cacher du tout. Donc là, on va voir que en réalité, il n'y a absolument rien de nouveau sous le soleil, que c'est la continuité du blocage médiatique, de la censure médiatique, du contrôle médiatique, bien évidemment, qui ne s'arrête pas et qui apparemment s'accélère très 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 vite du fait de l'arrivée de Donald Trump le 20 janvier. Donc tout doit absolument s'accélérer puisque l'Occident a peur, puisque Donald Trump a décidé qu'il combattrait l'État profond. Alors nous verrons si vraiment il agira ou non. Bon, je n'y crois pas trop me concernant, mais bon, c'est ce qu'il dit tout du moins. Nous allons voir ça, mais tout s'accélère. Bon, très vite, on va regarder quelques articles et après, je vous donnerai mon analyse, ma conclusion. Là, on va commencer par le dernier événement qui s'est passé en Roumanie. Soupçon d'ingérence en Roumanie, la Cour constitutionnelle annule l'élection présidentielle. La haute juridiction a annoncé vendredi qu'elle invalidait les résultats du premier tour du scrutin qui ont eu lieu le 24 novembre. Le score spectaculaire d'un candidat pro-russe a entraîné de forts soupçons d'ingérence. Alors, ce candidat qui se nomme Georgescu n'est pas forcément pro-russe. C'est un souverainiste qui veut ne plus avoir affaire avec l'Union européenne, l'OTAN, etc. Alors, vous vous doutez bien qu'immédiatement, il devient l'ennemi numéro un de l'Occident, comme Robert Fico en Slovaquie, qui s'est pris 5 balles à bout portant et qui miraculeusement s'en est sorti. Évidemment, tout ça, c'est comme le président iranien Raisi, évidemment, qui est mort aussi d'un accident, entre guillemets, d'hélicoptère. Eh bien, c'est marrant parce que toutes les tentatives d'assassinat sur des chefs d'État, c'est à chaque fois des chefs d'État qui sont anti-Union européenne, anti-États-Unis, anti-OTAN, uniquement ce genre de choses. Donc tous ceux qui sont anti-Union européenne ou anti-États-Unis ben, se retrouvent à avoir à faire soit des coups d'État, soit des tentatives d'assassinat. Et oui, n'oublions pas Donald Trump qui lui a battu le record puisqu'en moins de 2 mois, il y a eu 2 tentatives d'assassinat. Voilà. Donc un, c'était un jeune ex-employé de BlackRock. Et la deuxième tentative d'assassinat, c'était un militant pro-ukrainien qui a fait de longs mois de formation à Kiev, en Ukraine, par certaines organisations
du type US-Aid à Kiev. Voilà, n'y voyez là nulle coïncidence. Donc là, pour ce candidat Georgescu, eh bien, le pauvre, la Cour constitutionnelle a pris cette décision au lendemain de la déclassification de documents du renseignement national, faisant état d'une opération d'envergure sur le réseau social chinois TikTok en faveur du candidat pro-russe, c'est encore répété, hein, Khalil Georgescu. Donc, vous voyez, on a un pays qui a été tellement, on va dire, influencé, on va dire tellement transformé hein, par l'Union européenne que même son pays, à Georgescu, est entièrement tourné contre lui. On a même les institutions du renseignement qui se sont retournées contre lui. Mais sans surprise, la Roumanie fait partie, on va dire, on peut le dire, des États-Unis, comme l'Angleterre par exemple. Donc ce pays-là qui a une énorme base américaine travaille main dans la main avec les États-Unis depuis très 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 longtemps. Donc j'ai envie de vous dire, nulle surprise. C'est exactement comme la Moldavie. Sauf que là, je commence avec la Roumanie pour commencer très fort. On a le Conseil constitutionnel qui annule une élection quand même parce qu'il y a des milliers de comptes TikTok qui ont dit que Georgescu c'était quelqu'un de bien, qu'il fallait voter pour lui. Alors moi je comprends pas. Emmanuel Macron, qui était un total inconnu, tout le monde parlait de lui sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, etc. Il était dans tous les magazines, journaux, radios. Il a fait la une de tous les grands médias, etc. Hein, on parle de Macron encore une fois. Pourtant, on a trouvé ça tout à fait normal. Et lui, il était complètement inconnu, Macron, entre guillemets. Personne ne s'occupait de Macron, personne ne le connaissait vraiment. Voilà. Et pourtant, tout d'un coup, du jour au lendemain, il est dans toutes les institutions médiatiques, il est sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, comme je vous l'ai dit, YouTube. Et puis évidemment, pléthore de discours pro-Macron, etc. Mais là, ça ne dérange absolument personne. Voilà. C'est pareil pour Olaf Scholz, c'était pareil pour Meloni, c'était pareil pour Joe Biden, encore pire pour Joe Biden, puisque à l'élection de Joe Biden, eh bien, Donald Trump, qui était donné gagnant à minuit, tout d'un coup, vers entre 6 heures et 7 heures du matin, il y a des millions et des millions de votes par correspondance qui arrivent et qui tout d'un coup donnent Joe Biden vainqueur. Et alors déjà, on se demande comment ça c'est possible. Voilà. Donc là, on a une ingérence claire pour ce coup-là. Et toujours pour parler de Donald Trump-Biden, n'oublions pas que Facebook et Twitter, à l'époque, avaient été audités par le Congrès américain et par le Sénat aussi, parce qu'ils avaient carrément supprimé les comptes des républicains. Et carrément le compte de Donald Trump, qui était le président actif. À ce moment-là, bah, même son compte à lui a été supprimé sur Twitter. Donc vous voyez des ingérences complètement folles ont été faites de la part de l'Occident. Et là, on atteint le pompon, quoi, le maximum possible. On a carrément la Cour constitutionnelle qui valide le fait que Georgescu ait eu un score important. La Cour constitutionnelle le valide et le lendemain qui annule sa propre validation. Voilà. Alors évidemment, on apprend que
il y a eu des instances comme Ursula von der Leyen, l'administration Biden, qui a contacté des institutions en Roumanie. Ça s'est fait de manière, on peut le dire, un petit peu spectaculaire. Et bon, pour dire, officiellement qu'ils étaient surpris. Vous vous doutez bien que, bon, en réalité, dans les coulisses, vous vous doutez bien que ces coups de fil de Van der Leyen, de Joe Biden, hein, pour parler simplement de l'administration Biden, Anthony Blinken qui appelle des institutions roumaines pour dire qu'il est surpris, qu'il est inquiet. Oui, vous vous doutez bien qu'en coulisses, il n'a pas été que surpris et inquiet. Hein. Il a dû donner quelques instructions. Alors, cela n'est que mon opinion, hein, peut-être que je me trompe, mais soudainement, le lendemain, la Cour constitutionnelle annule son propre agrément concernant Georgescu. Alors évidemment, la candidate qui a fini deuxième, elle aussi n'était pas contente et s'est plainte. Hein, donc Georgescu évidemment, mais la candidate aussi. Et d'après ce que j'ai compris, ça demande à être vérifié, mais d'après ce que j'ai compris, Georgescu, pour cela, pourrait peut-être ne plus jamais se représenter et éventuellement aller en prison pour d'autres affaires d'ingérence où il serait lié avec la Russie, etc. Ça va très très loin. Évidemment, de tout ce que je vous ai dit, il n'y a aucune preuve qui est fournie. Aucune. Parce que là, les services de renseignement nationaux qui disent que oh bah il y a des gens sur TikTok qui ont dit qu'ils aimaient Georgescu et qu'il y en a eu quelques milliers comme ça, et bien parce qu'il y a des gens sur TikTok qui ont dit ah il est bien ce gars-là, et bien carrément on a les services de renseignement qui tombent sur Georgescu et on a la Cour constitutionnelle qui annule carrément son précédent agrément. Vous voyez que ça va quand même très très loin. Ça va très très loin. On tombe dans le pathétique dans le sens que l'État profond roumain ou l'État profond américain qui s'est mis en contact avec l'État profond roumain, on va dire comme ça, on va parler comme ça, peut-être avec d'énormes corruptions à la clé, bien évidemment. Vous vous doutez bien que c'est tellement absurde, tellement grotesque, que là, on peut dire que l'Occident ne prend plus de gants maintenant. C'est fini, il n'y a plus aucune subtilité. Plus aucune. Donc voilà, j'ai commencé avec la Roumanie pour commencer très fort. Mais vous allez voir, il y a bien d'autres choses encore. Alors ici, on va parler de l'élection qui avait eu lieu en Moldavie et qui a fait que Maia Sandu, la présidente moldave, a gagné. Là, on lit ici, la commission électorale centrale de Moldavie a pris des mesures assez radicales, réduisant le nombre de bureaux de vote en Russie de 5 à 2. Réduisant le bureau de vote en Russie de 5 à 2. Désormais, seuls 10 000 citoyens moldaves pourront participer aux élections présidentielles et au référendum sur l'intégration européenne du 20 octobre. Là, ils disent que les estimations les plus modestes, hein, parce que c'est un journal occidental, bien sûr, disent 100 000 citoyens moldaves dans les estimations les plus modestes. En réalité, ils sont plutôt 250 000. En réalité, en Russie, mais bon, hein, il faut prendre le chiffre le plus petit, bien sûr. Donc, en réalité, en réalité, ils sont estimés entre 250 000 et 400 000 en Russie. Pour les Russes, hein. Pour les Russes, entre 250 000 et 400 000. Et là, il n'y aura que 10 000 citoyens qui pourront voter. Initialement, 29 bureaux de vote devaient être ouverts en Russie. Mais ils ont ensuite été réduits à 5, et puis ensuite à 2, comme on l'a vu ici, alors que 60 seront ouverts en Italie et 26 en Allemagne. Oh, bah c'est bizarre ça. Comment ça se fait? Alors évidemment, vous connaissez ce qui s'est passé pour Maia Sandu.
En fait, j'avais fait une vidéo sur l'élection de la Moldavie. D'ailleurs, le lien est dans la description. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce lien dans la description. Donc concernant la Moldavie, elle devait perdre. Elle ne devait pas être élue. Souvenez-vous les sondages qui avaient été faits en sortie de bureau de vote où elle était largement perdante. Voilà, et tout l'Occident s'inquiétait qu'elle n'allait pas être élue, alors qu'on pensait que c'était dans la poche, puisqu'elle a tous les médias dans sa poche à elle. Donc elle pensait être largement élue. Et au final, les sondages en sortie de bureau de vote la donnaient largement perdante. Et tout d'un coup, alors qu'on pensait que c'était fini pour elle, eh bien, hop, on a le fait que les bureaux de vote en Russie, de 29, on passe à 2. Et elle a été élue grâce à la diaspora moldave à l'étranger, surtout des États-Unis principalement et de quelques pays européens. Donc tout cela est étonnant et comme par hasard, lors de cette élection, la Moldavie a mis en place le vote électronique. Ah! Et comme par hasard, les votes électroniques de la diaspora moldave n'ont pas pu être vérifiés, alors que les votes dans le pays, eux, peuvent être vérifiés, mais malheureusement, ils n'étaient pas assez nombreux pour battre les votes électroniques de la diaspora étrangère. Et là, au miracle, eh bien, on a le même phénomène qu'avec Donald Trump, Biden au deuxième tour. C'est-à-dire, en réalité, Donald Trump avait largement gagné. Et à la dernière minute, pendant la nuit, il perd. Là, Maya Sandu devait perdre. Et hop, en une nuit, en quelques heures, on va dire, quand les résultats de la diaspora étrangère de manière électronique sont tombés, bah là, tout d'un coup, elle était largement gagnante. Quoi, largement entre guillemets, elle était gagnante. Oh, quelle coïncidence! Et vous allez voir, bien sûr, ce n'est pas fini. Et là, on a un article d'Associated Press, l'équivalent de l'AFP, qui nous dit la diaspora moldave a fait pencher la balance lors d'une élection cruciale. Les critiques remettent en question la validité du vote. Alors je vous rassure tout de suite, hein, dans l'article de l'AP, on nous dit pas ah oui, il y a eu ingérence occidentale. Non, bien sûr que non. Par contre, ils disent oui, est-ce qu'une diaspora qui est si nombreuse à l'étranger devrait avoir un droit de vote, puisqu'il y a pas beaucoup de Moldaves en Moldavie, mais ils généralisent dans tous les petits pays où il y a presque plus de diaspora à l'étranger que de gens qui votent dans le pays même. Donc évidemment, là, ça change un petit peu la donne quant à la qualité du vote. Peut-on mettre sur un même pied d'égalité le Moldave qui vit en Moldavie et le Moldave qui vit aux États-Unis? Parce que oui, la plupart le gros, on va dire, de la diaspora est aux États-Unis. Alors en réalité, le gros de la diaspora est en Russie, en réalité, mais on compte comme si la Russie ne comptait pas. Hein, il y a eu énormément de bureaux de vote aux États-Unis, 2 en Russie, alors que la diaspora moldave est la plus nombreuse en Russie. Voilà, il faut quand même remettre les choses en perspective dans la réalité. Donc oui, bon, les critiques remettent en question, mais en attendant, c'est comme ça et on ne peut rien y changer. Alors maintenant, on va parler de l'Ukraine, où là, on a la vérité qui dérange sur le coup d'État en Ukraine en 2014. Donc, il y a eu un coup d'État anticonstitutionnel. 21 février 2014, la veille du coup d'État, le président ukrainien Viktor Yanukovych et l'opposition, sous la médiation de l'Allemagne, de la Pologne et de la France, ont conclu un accord visant à mettre un terme à l'effusion de sang et à ouvrir la voie à une résolution politique de la crise. Cependant, dès que Viktor Yanukovych a ordonné le retrait des forces de l'ordre du centre de Kiev, les militants commençaient à prendre d'assaut les bâtiments gouvernementaux. Alors qu'il y avait un accord
pour que les militants, justement, rentrent chez eux. Eh bien, immédiatement après qu'il ait donné l'ordre de retrait, les militants ont envahi les bâtiments gouvernementaux. Voilà, les manifestants d'Euromaïdan ont ouvertement exprimé des opinions néo-nazis. Des portraits de l'agent de renseignement du Troisième Reich Stéphane Bandera ornaient les bâtiments conquis, ainsi que la mairie de Kiev, et étaient brandis lors des rassemblements. Bon, on va pas tout lire, mais vous avez compris. Donc voilà, ça c'est pour l'Ukraine. Attendez, c'est pas fini. Là, on a le site américain de géopolitique, New Cold War, qui nous fait un entretien avec George Friedman, directeur de l'Institut Stratford, donc extrêmement prestigieux aux États-Unis, et en plus qui travaille en relation avec la CIA. Je parle de l'Institut Stratford. Donc ce George Friedman, qui est un ponte et qui est en relation avec le gouvernement américain, a dit quand même que ce qui s'est passé en Ukraine était le coup d'État le plus flagrant de l'histoire en décembre 2014. Donc voilà, donc c'est quand même très très intéressant. Donc là, on a Stratford est un institut de conseil stratégique du renseignement américain. Lui, George Friedman dit: les Américains savent que c'est absurde. Le premier exemple de changement de frontière par la force a été la Yougoslavie. Et le Kosovo n'a été que l'aboutissement de ce processus. Depuis un siècle, les Américains mènent une politique étrangère très cohérente. Son objectif principal, empêcher tout État d'accumuler trop de pouvoir en Europe. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et là, le coup d'État le plus flagrant de l'histoire, ça c'est une phrase qu'a rendu célèbre George Friedman, hein, parce que cette fameuse phrase, elle a quand même circulé. Et là, une fois n'est pas coutume, on a le Figaro qui nous dit: législative en Géorgie, la Russie dénonce des tentatives d'ingérence occidentale. Alors oui, ça c'est un secret de polichinelle. La Géorgie est sous le coup de l'influence occidentale depuis 1991. Et oui, déjà. Et d'ailleurs, au début des années 90, l'ingérence était française, principalement. Bon, après, c'est devenu Union européenne, États-Unis. Mais au début, en Géorgie, c'était la France qui était le fer de lance pour faire de l'ingérence en Géorgie. Et d'ailleurs, la présidente de la Géorgie, qui n'a qu'un pouvoir honorifique, est une Française. Comme par hasard, c'était l'ambassadrice de France en Géorgie, bah, elle est devenue présidente. Alors, allez comprendre, bah, évidemment, quand vous comprenez qu'il y a tout l'Occident derrière elle pour tout d'un coup payer les médias, payer une influence extraordinaire en Géorgie, et ben c'est comme ça que vous pouvez devenir présidente. Pour son cas-là, cette Française là, qui est devenue présidente de Géorgie et qui est évidemment à fond pro-Union européenne, à fond pro-États-Unis, à fond pro-OTAN, LGBT, etc. Donc il ne fallait pas oublier la Géorgie qui a subi d'énormes ingérences, mais la Géorgie fait partie des très rares pays qui ont su résister malgré une ingérence grossière, énorme pendant des décennies, pourrait-on dire, avec la Slovaquie qui vient juste d'être gagnant, entre guillemets, avec Robert Fico qui s'en est sorti. Et là, le parti Rêve géorgien qui s'en est sorti de très peu. De très peu, il a fallu énormément combattre pour les Géorgiens afin de passer outre l'influence occidentale. Alors sur le site de France Inter, on a Radio France qui nous dit les risques de l'intrusion des États-Unis dans la crise politique au Venezuela. Alors oui, souvenez-vous, alors là c'est une petite vidéo à voir, je vous invite à la regarder sur Radio France. Ça nous explique l'ingérence des États-Unis au Venezuela avec la mise en place de Juan Guaido.
voilà, qui devait prendre la place de Maduro. Et donc, bah, ça a été admis, hein, c'est un coup d'État américain qui a été fait en partenariat avec les Canadiens. Et oui, c'est à savoir. Et quand Juan Guaido s'est autoproclamé président du Venezuela, on a quand même 50 pays, hein, dont l'Union, la plupart des pays de l'Union européenne et les États-Unis et le Canada, qui ont immédiatement reconnu Juan Guaido comme président vénézuélien. Voilà, ne l'oublions pas. Et là, c'était du temps de Trump, hein. C'était du temps de Trump quand il était président. Ne l'oublions pas. Voilà. C'est juste pour éclaircir une petite facette de la personnalité de Trump. Il ne faut jamais l'oublier, hein. Et là, Vox, un des plus grands médias américains sur Internet, qui nous dit le coup d'État manqué ridicule au Venezuela expliqué. C'est tellement stupide, a déclaré un ancien Navy SEAL à Vox à propos de ce plan. Ce Navy SEAL dans Vox, alors j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, alors lien dans la description, hein. Lien dans la description, regardez bien les liens dans la description, puisqu'il y a mes vidéos sur la Géorgie, la Moldavie et aussi le Venezuela. Ce Navy SEALs a participé à l'opération du coup d'État américain. Il a participé. Donc il donne carrément il donne son témoignage. Comment ça s'est passé en détail, très en détail. Il explique comment ça s'est passé, mais voilà, tout ce qu'il a fait là-bas, il explique en détail. Donc vraiment, regardez ma vidéo, vous aurez absolument tous les détails sur le Venezuela. Donc vous voyez là, bon, c'était le Venezuela. Alors là, je ne résiste pas à vous montrer un article qui vient de Simplicus the Thinker, qui a repris d'un journal allemand un fait absolument édifiant, incroyable. Mais bon, c'est déjà arrivé dans d'autres pays, mais là, en Allemagne, j'ai jamais vu ça. On a un retraité de 64 ans qui est dans un EHPAD, hein. Un retraité de 64 ans a retweeté un mème du ministre de l'économie verte Robert Habeck dans lequel il était décrit comme un idiot. La police bavaroise a perquisitionné la maison de l'homme et l'a arrêté. Le crime a même été qualifié de crime d'extrême droite à motivation politique. Vous imaginez un peu? Ils ont été chercher un retraité de 64 ans dans un EHPAD parce qu'il a retweeté un tweet qui disait que le ministre de l'économie verte était un idiot. C'est même pas lui qui a fait le tweet. Eh bien, la police bavaroise l'a arrêté et a déclaré que c'était un crime d'extrême droite à motivation politique. Vous imaginez un peu l'Allemagne? L'Allemagne qui devient exactement comme le Canada, l'Irlande, l'Angleterre, hein, parce que évidemment ces autres pays ont fait strictement la même chose, hein. N'oubliez pas quoi, n'oubliez pas. Savez-vous qu'il y a une grand-mère en Irlande qui a été arrêtée parce qu'il y a un transgenre qui est allé dans les toilettes au moment où elle était là, s'est plaint vis-à-vis de cet homme en disant hey, vous n'avez pas le droit d'être là parce que vous êtes un homme. Eh bien cet homme-là est sorti, il a été voir la police et il s'est plaint de la grand-mère en disant que voilà, c'était un transgenre, qu'il avait le droit, qu'il se sentait femme et qu'il avait le droit d'aller dans les toilettes des femmes. Et ben la grand-mère, ça a été filmé sur smartphone, a été arrêtée, ventre sur le capot de la voiture de la police, menottée, et elle a été emmenée au commissariat. Voilà, ça c'était en Irlande. Vous voyez? Donc tout est comme ça maintenant. Évidemment, nous, la France, on résiste encore à cela, mais pour combien de temps? Pour combien de temps? Donc vous voyez un petit peu ce contrôle médiatique, ce contrôle même politique. On est dans George Orwell, le livre 1984. Ça va
peut-être même au-delà encore de 1984. C'est extrêmement inquiétant. Bon, on va passer à mon analyse. Alors vous avez noté que à chaque fois qu'il y a une élection qui ne va pas dans le bon sens, c'est-à-dire qui n'est pas pro-États-Unis, pro-Union européenne, pro-OTAN ou pro-LGBT, eh bien pour l'Occident, ces élections ne sont pas valides. Alors évidemment, souvenons-nous de Donald Trump, hein, on nous disait qu'il y avait une collusion avec la Russie, 3 ans d'enquête, le rapport Mueller du département de la justice américain est sorti et a innocenté Donald Trump. Et pourtant, bah, les médias font quand même semblant de ne pas avoir eu connaissance de ce rapport du département de la justice américain. Bref, et ils font comme si Donald Trump a toujours eu des rapports avec la Russie et que c'est comme ça qu'il a pu être élu. Voilà. Donc, et c'est comme ça pour tous les pays qui posent problème. Alors, on a vu en Géorgie, bien entendu, les révolutions de couleur fait par les États-Unis, mais pas que, hein. Il y a l'Union européenne. Pour le cas de la Géorgie, c'est spécial, ça a commencé dès 1991, et le fer de lance, c'était la France. C'était la France, le fer de lance, pour renverser tout candidat qui pouvait être pro-russe en Géorgie. Bon, après, c'est les Américains qui ont pris le relais avec le National Endowment for Democracy, donc le NED, USAID, UK-Aid aussi, mais aussi l'Open Society de George Soros, pour ne parler que des plus grosses institutions qui travaillent pour la CIA afin de renverser tout candidat qui les dérange. Ils font comme ça, c'est toujours le même modus operandi depuis les années 50, plus exactement depuis 1953 avec la destitution de Mossadegh en Iran, qui voulait nationaliser son pétrole. Erreur fatale, bien entendu, pour les États-Unis. Ça a commencé avec lui, c'était le premier. Et puis après, bon, il y a eu toute une série. On parle de 72 coups d'État répertoriés par les États-Unis depuis les années 50 de par le monde. C'est beaucoup, hein. Et là, on parle que des coups d'État. On parle pas des manifestations artificielles provoquées, de la diabolisation médiatique, etc. Bon, vous connaissez toujours le même modus operandi. C'est toujours la même chose. Quand on veut renverser un candidat, n'oublions pas Saddam Hussein, Ceausescu, Kadhafi, Bachar al-Assad dernièrement, et je ne vais pas tous les citer. Bref, vous avez compris. Donc en gros, par contre, c'est parfaitement répertorié, parfaitement documenté. On a toutes les preuves qu'il y a toujours eu des ingérences occidentales, françaises en Afrique, de l'Angleterre, des États-Unis, partout dans le monde. Tout ça, c'est répertorié, tout le monde le sait, c'est même pas caché, hein. Ça, c'est de la connaissance universelle, tout le monde le sait, personne ne le nie, de par le monde. Et pourtant, quelles ont été les ingérences russes prouvées? Prouvées. Quelles ont été les ingérences russes documentées? Eh bien, il n'y a strictement rien. Strictement rien. Bon, on va pas remonter très très loin, on va dire depuis les années 1990. Voilà, allez, on va dire depuis les années 1990, il n'y a aucune ingérence russe documentée, prouvée, qui existe. Je dis bien qui existe. Donc, alors évidemment, tous les médias le disent, pour eux c'est une évidence, c'est tout à fait naturel, hein, mais aucune preuve, absolument rien. C'est comme les soldats nord-coréens à Kursk qui ont permis au gouvernement de Joe Biden d'avoir un prétexte pour donner à Kiev le droit de frapper avec des attaques MS en Russie. Voilà, c'est comme les preuves fabriquées par les Américains pour la guerre en Irak, avec la petite fiole brandie à l'ONU par Colin Powell. Voilà. Mais pendant 12 ans, les médias pour la guerre en Irak,
pendant plus de 12 ans. Ah bah oui, alors Saddam Hussein, il a fait ci, il a fait ça, les bébés couveuses qu'il a piétiné, quoique ses soldats ont piétiné, tout ça était faux, etc., etc. On va pas refaire toute l'histoire non plus. Bon, les mensonges américains avec Ceausescu en Roumanie à l'époque, les faux charniers de Timisoara avec Milosevic en Serbie, qui ont fait que ça a donné le prétexte aux Américains de bombarder Belgrade ainsi que l'ambassade chinoise pour faire bonne mesure. Eh bien, bombardement, voilà, mais comme toutes les guerres faites par les États-Unis, aucun mandat des Nations Unies, ils y vont, ils bombardent comme ça, ils font de l'ingérence grossière dont tout le monde reconnaît qu'il y a une ingérence, tout le monde le reconnaît, et pourtant, c'est normal, ça va. Par contre, là, on a une ingérence grossière occidentale en Roumanie, en Moldavie, en Géorgie, au Venezuela, pour ne pas que parler non plus des anciennes régions russes qui étaient de l'Union soviétique. Eh bien, et là, bon, ben, concernant l'ingérence russe, eh bien, dans les élections de ces pays-là, on n'a strictement aucune preuve. En fait, on a tellement aucune preuve qu'ils sont obligés pour la Roumanie de dire ah bah regardez, on a des gens sur TikTok qu'on dit que le candidat roumain il est quand même bien il pourrait même être pro-russe. Oh là là, ah bah alors des gens sur TikTok disent ça, ça suffit pour invalider une élection, un résultat électoral. Vous imaginez à quel point ils sont désespérés et à quel point ils ne prennent plus aucun gant et ils semblent tellement en panique. Alors ils vont tellement vite que c'est à se demander si c'est pas en rapport avec l'avenue de Donald Trump le 20 janvier. C'est à se demander. Parce que là, pour agir si rapidement de manière aussi grotesque et pathétique, sans même se cacher, là c'est très 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 fort. Alors certes, ils contrôlent totalement les grands médias, alors bon, comme toujours, comme je vous le dis à chaque fois, ils peuvent se permettre plus ou moins ce genre de choses, mais quand même, imaginez-vous la population moldave, la population roumaine, vous pensez qu'ils vont accepter ça éternellement? Ça n'a pas marché en Géorgie ni en Slovaquie. Et pourtant, les moyens étaient là, hein. Les moyens étaient là. Ça a marché en Ukraine, hein, parce que si on prend les mots, la citation de Victoria Nuland qui s'était vantée juste après le coup d'État américain à Kiev en 2014, elle s'était vantée de dire publiquement que les États-Unis avaient quand même dépensé 5 milliards de dollars pour faire ce coup d'État. Elle ne disait pas coup d'État, pour faire ce changement électoral. Ils avaient dépensé 5 milliards de dollars. Hein. Et là, on parle de ça, c'était début 2015 quand elle a fait cette citation. Vous vous imaginez un peu? Ah oui, bon, il n'y a plus besoin de se cacher maintenant. Vous savez, quand vous contrôlez tous les grands médias, bah tout devient possible, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Mais donc, cette panique au niveau de la non-acceptation des résultats électoraux dans certains pays, eh bien là on a vu les États-Unis en premier lieu, et puis tous les pays, etc., qu'on vient de voir en article, c'est qu'ils sont en panique. Là, ils sont vraiment en panique. Ils voient que le vent tourne, ils voient que les mouvements souverainistes en France, en Allemagne, en Suède, au Danemark, en Italie commencent à poindre de manière massive, très forte. Là, ils sont vraiment en panique parce qu'ils savent que ça ne peut pas durer. Là, de toute manière, leur système pour écraser la liberté d'expression, pour faire que la censure soit partout, pour contrôler tous les médias. Hein. En France, souvenez-vous de ce qui est arrivé à C8. Hein. Bref, vous voyez où
plus globalement à RT et Sputnik en Europe, qui a été carrément interdit de diffusion. Carrément. Alors ça, c'était un scandale absolument énorme, énorme, jamais vu dans l'histoire de l'humanité, j'ai envie de vous dire, si vous me permettez cette boutade. Bref, bah, c'est quand même passé dans les opinions occidentales. C'est quand même passé. Bon, ça a soulevé évidemment des polémiques, mais c'est quand même passé. Et le fait que ce genre de choses passe, c'est quand même grâce à un contrôle des médias qui est total et une censure colossale. Et c'est pour ça que ça arrive à passer. Parce que la propagande est tellement énorme que les gens bah, sont quand même hypnotisés et lobotomisés entre guillemets. Donc ça passe quand même dans la majorité de la population. Vous voyez, mais au bout d'un moment, à force de tirer vers le grossier, l'absurde, mais à un point tellement qu'on vire au pathétique presque, hein, bah, même les gens les plus influencés, on va dire, par la propagande, vont quand même finir par ouvrir les yeux. Donc moi, je suis assez optimiste. Je pense que ça ne peut pas durer très longtemps comme cela. Et puis peut-être que Donald Trump fera effectivement quelque chose pour redresser les torts quant à la liberté d'expression. Nous verrons bien. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Et n'oubliez pas, en parlant de description, de voir justement les liens pour toutes mes vidéos concernant les pays dont je vous ai parlé. Et merci à tous de votre soutien et toujours, soyez curieux.